Bonjour à tous. Merci Bertrand pour cette introduction. Quelques mots pour me présenter. Donc, moi, je suis Rémi Ramirez de la société Enerca. Pour ceux qui ne connaissent pas Enerca, en quelques mots, on est un bureau d'ingénierie et de marketing qui est dédié à l'hydrogène. On ne travaille que sur ce vecteur énergétique-là. C'est notre spécificité à nous. On a deux grands cœurs de métier qui sont d'une part le projet, avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement de projets hydrogène renouvelables, mais aussi d'e-fuel, puisque c'est une thématique qui augmente de plus en plus en intensité, enfin en puissance plutôt. Euh, et un autre cœur de métier, plutôt sur une partie marketing data, où on fait de la fourniture et de l'analyse de données sur plusieurs secteurs de la chaîne de valeur, donc à la fois les projets, les équipements, les usages potentiels. Pour citer un exemple, très récemment, nous avons fait un partenariat avec CVE pour faire une offre commune d'études de faisabilité pour des acteurs de la combustion industrielle qui souhaitaient décarboner leurs procédés avec l'hydrogène. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Si vous êtes intéressé pour nous rencontrer, ben, vous avez mon contact dans le Teams. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, je lance maintenant le webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de la conférence qui s'est tenue à Berlin en décembre 2023, donc sur les électrolyseurs. Donc petit sommaire avant de commencer. Il va y avoir deux grandes parties en fait dans ce webinaire. Donc une partie orientée technologie d'électrolyse. On va parcourir en fait euh, quatre enjeux qui sont beaucoup ressortis lors de cette conférence. Donc à savoir les enjeux de design, les enjeux matériaux et R&D, les enjeux de partenariat et collaboration. On va voir que c'est un vrai sujet qui monte aussi en puissance dans la filière. Et évidemment, la mise à l'échelle, les capacités de production, les enjeux liés à toutes ces gigafactories qu'on voit s'implanter. Et enfin, on terminera par une synthèse pour lancer une ouverture sur qu'est-ce que ça implique pour l'industrie de la mécanique en termes d'opportunités. Euh, donc voilà. Donc, petite introduction quand même pour présenter l'événement. Donc c'est un événement qui a rassemblé plusieurs acteurs de l'électrolyse donc à Berlin. Donc là, vous avez une petite liste des intervenants qui sont venus parler de leur technologie. Donc on a à la fois des acteurs qui sont avec des technologies qui sont industrialisées, donc notamment sur l'alcalin et le PEM, mais aussi d'autres acteurs qui sont plutôt sur de la R&D, sur des nouvelles technologies. On parlera de quelques-unes lors de ce webinaire. Sachant qu'il y a aussi des acteurs qui étaient plutôt sur la partie équipement et composants. On va voir que la membrane au niveau du stack d'électrolyse fait face à plusieurs enjeux d'amélioration pour venir justement améliorer les rendements d'électrolyseurs. Donc voilà, on va parcourir tout ça ensemble. Aussi, vous devez savoir que ce que vous voyez aujourd'hui est une version webinaire, donc une présentation. Euh, Dans le dossier, les données sont beaucoup plus exhaustifs. Vous avez le retour sur chacun des acteurs. Donc voilà, le dossier va un peu plus loin que ce que vous allez voir dans la présentation, mais c'était pour simplifier les choses et pour que tout ça rentre dans une heure de présentation. Voilà. Donc rentrant dans le cœur du sujet, euh, on va voir que en fait, chaque acteur propose une offre et a fait des choix de design qui lui sont euh, propres sur justement les puissances, sur les pressions même. Euh, Ce qui fait que on est encore dans un stade de développement en même temps qu'on fait cette industrialisation, puisque voilà, on est vraiment dans cette idée de répondre à des objectifs ambitieux. Euh, pour rappel, en France, on est sur un objectif de 6,5 gigawatts à installer d'ici 2030. Pour vous dire, dans le monde aujourd'hui, on est plutôt à 2 gigawatts en 2022. Euh, ce qui est loin de l'objectif des 240 gigawatts si on fait la somme de toutes les stratégies annoncées. Donc, ce qui montre qu'il y a encore un vrai gap
à aller chercher. Et donc, il y a beaucoup de place à de la R&D et, et voilà, sur de l'avancement technologique sur cette technologie, même si on essaie dans ce step d'industrialisation. Donc parlons design et opération. Donc là, c'était une diapo pour vous présenter en fait un système d'électrolyse. Peut-être pour ceux qui connaissent pas très bien l'hydrogène et qui auraient juste entendu parler des électrolyseurs, il faut savoir que dans une usine d'électrolyse, il y a bien plus que le stack ou même les auxiliaires du stack, puisque en fait, on a des unités telles que les purifications, les systèmes de refroidissement, le traitement de l'eau, et une grande partie aussi sur les composants électriques, avec des redresseurs, des postes de contrôle. Il fait que, en termes de design et d'opération, pour venir optimiser tout ça, on a plusieurs échelles où on peut intervenir. Cela étant dit, dans la filière hydrogène, il y a un vrai enjeu d'atteindre un business case viable, donc d'avoir un coût de l'hydrogène qui soit compétitif, alors notamment avec son concurrent le fossile. Euh, voilà, j'ai commencé par ces slides pour rappeler que dans un projet hydrogène, le plus grand facteur de coût reste le prix de l'électricité, qui représente 70% quand même du coût de vente de l'hydrogène. Et en fait, après ça, on a le coût des électrolyseurs et de tous les composants que vous avez vus autour dans la slide d'avant. Ce qui fait que si on veut réduire les coûts et atteindre justement ce prix compétitif, on a plusieurs choix. Donc, soit on fait cette mise à l'échelle industrielle, et c'est ce qui est en train d'être fait avec une augmentation des usines, mais cela va permettre avant tout de réduire le CAPEX, donc plutôt la partie sur les 30% de facteurs. Mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est que réduire le CAPEX est important, mais réduire l'OPEX est critique. Donc améliorer le rendement de l'électrolyseur pour avoir euh, des kilowattheures les plus faibles possibles par kilo d'hydrogène produit, c'est un vrai sujet. Et donc, augmenter la taille des usines, ça ne fera pas tout. Il y a plusieurs choix R&D qui vont permettre d'atteindre des rendements plus efficaces de ces électrolyseurs, notamment au niveau des membranes. On verra ça plus tard. Donc, en termes de design, avant de se plonger vraiment dans la technologie, il y a déjà plusieurs potentiels de réduction qu'on peut regarder. Donc, à l'échelle de l'électrolyseur, euh, aujourd'hui, les axes de travail se font sur des reconceptions des composants, donc améliorer donc d'une part les rendements, mais aussi la durabilité. Ça, c'est un vrai sujet de comprendre les mécanismes de dégradation de ce composant électronique qui est le stack, mais aussi réduire la charge des métaux nobles, donc tels que l'iridium et le platine, qui en fait sont obligatoires pour atteindre justement des efficacités importantes sur l'électrolyseur, et réduire les charges d'iridium et de platine font qu'on est obligé de passer par de nouvelles façons de construire ces stacks. Et en même temps qu'on industrialise, il y a déjà ce cycle d'innovation pour comprendre et vers quoi on va se tourner plus tard. Donc ça on le verra un peu plus tard dans le webinaire. Donc il y a bien sûr l'upscaling des cellules de stack, donc faire des plus grands stacks avec des membranes plus fines, des densités de courant plus élevées. Euh, donc améliorer en fait tout ce qui est ampères par surface d'échange. Des conceptions de produits innovants, donc plus compact, plus modulaire, plus facile à intégrer. On était beaucoup sur du fait main dans cette filière, et maintenant on essaye de passer un cap pour aller sur du systématique, de l'automatisation qu'on peut voir justement dans le point de vue industriel, où on va vers une normalisation des produits. Donc on fige les blocs technologiques clés et on fige le protocole de construction à la fois entre fabricants d'électrolyseurs et fabricants de composants, et on industrialise ces
ces procédés de fabrication-là. Et ça se fait bien en concordance avec, d'un côté, les fabricants, mais aussi les fournisseurs de composants. Et c'est là que c'est intéressant, notamment pour les industriels de la mécanique, qui peuvent proposer des composants plus optimisés et travailler plus en lien avec les acteurs de l'hydrogène. Donc parce que justement, on se tourne vers des conceptions de stack complets. On n'est plus à, faire des briques séparées et après de les intégrer. On essaye vraiment de réfléchir dans l'ensemble du système. C'est important pour arriver à atteindre ces réductions de coûts qu'on veut. Voilà, donc ça, c'était la partie sur, plutôt, électrolyse, mais il y a aussi quand même un grand volet sur, les auxiliaires avec des optimisations attendues de partout, par les fabricants. Alors, en premier lieu sur le pilotage, qui permet vraiment de réduire les coûts énergétiques et de maintenance et d'améliorer la durabilité des composants. C'est l'un des gros enjeux qui ont été énoncés. L'optimisation des unités de refroidissement et des puissances de transformateurs et dresseurs. Il faut savoir que ça, c'est des choses qui n'ont pas été très optimisées, ou en tout cas l'ont été fait à l'échelle d'offres conteneurisées, comme je disais, séparées, et pas à l'échelle d'usines, qui permettrait de réduire les coûts. Et ensuite, 2 derniers volets qui sont très importants, on en parlera plus tard, c'est l'optimisation du taux de charge de l'électrolyseur, j'en parlerai justement dans la prochaine slide, et le développement de nouveaux outils de pilotage comme, des simulations numériques avec le jumeau numérique. Voilà, on se place vraiment à une échelle usine maintenant. Donc là, on a la dernière non, l'une des dernières slides de cette partie design opération, pour vous montrer que, heu, il y a un enjeu lié à la flexibilité de l'électrolyse. Je m'explique, heu, dans le contexte dans lequel on a une vraie volatilité et variabilité du coût de l'électricité, et ce qu'on perçoit, c'est, comme vous le voyez, en haut à droite, c'est, des temps où l'électricité est très chère et des temps où l'électricité l'est moins, et ça a un impact sur, justement, la gestion de la puissance de l'électrolyseur, en tout cas de sa charge, qui va être variable. Et donc il y a un vrai sujet de savoir, est-ce que ces différences en termes de charge vont avoir un impact sur la durabilité? Heu, de ce qu'ont dit les acteurs sur, des, heures de fonctionnement, proches du début du projet, c'est vrai. Vers les fins de vie, ça l'est moins et ça a un vrai impact. Et ce qui fait que, aujourd'hui, il y a un vrai sujet à optimiser cette charge pour notamment, heu, diminuer la charge lorsque, les prix sont élevés, puisqu'en fait, en diminuant la charge, on améliore le rendement. Donc, en fait, si on regarde la courbe de polarisation à gauche, on est plutôt en bas de la courbe, ce qui nous permet d'avoir, heu, une production à bon, là, dans l'exemple qui est donné, 48 kWh par kilo. Donc on produit moins d'hydrogène, mais pour l'hydrogène qu'on produit, on utilise moins d'électricité. Par contre, quand l'électricité, est plus bas, les prix, de l'électricité sont plus bas, là, on augmente la charge, on dégrade le rendement, mais du coup, on produit plus d'hydrogène. Donc le fonctionnement 24 heures sur 24 d'un électrolyseur, qu'on pourrait entendre dans la bibliographie ou dans les retours, dans la réalité ne va pas se faire, puisqu'on aura vraiment, Heu, un système qui sera flexible, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi le PEM est autant apprécié et autant industrialisé par, notamment les acteurs en Europe, qui font le choix de partir sur cette technologie-là, là où les Chinois, heu, pour citer l'exemple, sont plutôt sur l'alcalin, font plutôt le parti de réduire les coûts avec des matériaux, moins chers, une technologie plus éprouvée, et puis ils sont en avance aussi sur la filière. Donc, ils ont déjà, installé des premiers gros électrolyseurs alcalins, mais on voit justement qu'en termes de flexibilité, ces technologies alcalines ne répondent pas
à ces demandes de flexibilité sur les premiers retours, terrain qu'on a eu justement sur l'alcalin. Donc, c'est pour ça que le PEM a globalement plus d'axes R&D, en cours que l'alcalin. Je vais terminer donc cette première partie avec, design et opération, avec un tableau. Alors simplement pour dire qu'il y a des objectifs de réduction de coûts, à l'échelle européen et aussi, américain pour la prochaine slide. Ces objectifs ambitieux n'ont pas été atteints en 2020. Donc là, vous voyez les CAPEX qui sont montrés, où on est à 600 € du kilowatt, 900 € du kilowatt. En 2020, on était plutôt autour des 1000 à 1400 et voire même 1500, 1800 pour le PEM. Donc ce qui veut dire que si on veut atteindre les nouveaux objectifs, voilà, qui sont montrés à horizon 2024 et 2030, on a encore un plus grand gap à combler. Alors, justement, on travaille avec, toutes ces R&D qu'on met en place pour y arriver, mais il y a du travail à faire et donc de la place pour tous ces axes de développement. Donc là, j'ai le même commentaire sur cette slide, mais c'est vraiment à titre comparatif que j'ai mis cette slide. Donc en termes d'enjeux matériaux, là, on va plonger dans vraiment le cœur de la technologie, alors bah, notamment PEM, hein, pour les raisons que j'expliquais plus tôt, et aussi parce que en fait, dans la conférence, on a énormément parlé du PEM, voire, parlé que de cette technologie-là, heu puisque en fait, à l'échelle européenne, c'est vraiment sur cette technologie qu'on essaye de s'avancer à grande échelle. Et donc là, vous voyez à droite les matériaux et notamment les épaisseurs qui sont utilisées, avec la composition aussi qui sont utilisées par matériaux. Donc, on voit que, on a, une membrane en PFAS, on a du platine sur la cathode, de l'iridium sur l'anode, heu, du titane pour, les couches de transport poreuses et du titane aussi pour les plaques bipolaires avec des revêtements qui sont, avec des métaux nobles comme l'or ou le platine. Donc, effectivement là on voit que tout ça est très cher. Donc la nouvelle génération de PEM n'utilise plus ces compositions-là et utilise plutôt ceux que vous voyez à l'écran. Donc on va tourner vers ces PEM à horizon 2025. Donc on étudie d'une part des alternatives aux PFAS, j'y reviens justement dans la prochaine slide. On réduit les épaisseurs, de la membrane, ça c'est un vrai sujet qui permet de vraiment augmenter, justement ces rendements, liés à l'électrolyse et réduire, ces membranes fait qu'on a des contraintes, bah, de sécurité d'un côté et de durabilité de l'autre, qu'il faut adresser. Donc on installe une couche de recombinaison pour éviter le crossover. On renforce la membrane avec, certains certains matériaux qu'on verra plus tard aussi. Et pareil là, sur l'iridium et le platine, on part sur des, niveaux de composition qui sont plus basses. Avec notamment aussi un sujet sur les plaques bipolaires où, heu, il est attendu des plaques intégrées directement, avec le stack et produites en masse. Donc les procédés de fabrication de plaques peuvent être, intégrés et sont intégrés d'ailleurs au niveau des gigafactories. Heu, pour continuer sur ces enjeux de matériaux, un acteur qui était présent lors de cette conférence, qui est l'acteur Gore. Alors Gore, en fait, fait des membranes, pour, bah, notamment la technologie PEM, qui est le fournisseur de ITM Power, pour ceux qui connaissent, l'acteur, qui a fourni, notamment aussi la pile de Toyota, heu, donc dans la Toyota Mirai qui commence à être connue dans la filière aussi. Donc, ils connaissent bien le sujet et justement, ils ont amélioré leur membrane sur 3 aspects. Premier aspect, pour améliorer les performances, ils utilisent des ionomères, donc pour améliorer justement ces questions de conductivité des protons. Donc ils ont amélioré de 5 leur performance là-dessus. Bon, je tiens à dire que pour l'instant, cette nouvelle membrane, elle a été testée sur 9000 heures de fonctionnement, donc pas sur toute une durée de vie. C'est un test qui a été réalisé avec ITM Power, donc on est au début de justement, tester ces nouvelles membranes.
Deuxième chose, pour améliorer la durabilité, ils utilisent des additifs, donc qui permettent aussi d'ailleurs de réduire le crossover H2, donc qui permettent de renforcer cette membrane. Donc, ils ont démontré une stabilité mécanique 2 fois plus élevée avec ces membranes, justement, et il serait intéressant de creuser, les tests faits, avec ITM Power là-dessus. Et enfin, ils améliorent la sécurité, comme je l'ai dit précédemment, en renforçant ces membranes, qui nous permettent d'atteindre des membranes plus fines et qui sont mécaniquement et chimiquement plus durables. Donc voilà, ça c'était le petit focus sur, les 3 types, d'axes qui sont, lancés sur la membrane. Maintenant sur cette slide, on a une slide sur, les PFAS. Il faut savoir que, les PFAS, c'est un sujet majeur dans l'électrolyse PEM, pas alcalin, parce que, la membrane n'est pas en PFAS, puisque, ces PFAS vont être interdits et à minima restreints dans les prochaines années. Et un projet de restriction a déjà été lancé courant de cette année. Ce qui fait que, des acteurs, typiquement comme Fraunhofer qui travaillent sur le sujet, travaillent sur des alternatives à ces nafions-là, puisque la membrane est en nafion, et ont testé donc un composé de PVC, PEI, qui semble être stable à haute température, et aussi dans les conditions, données de l'électrolyseur. Cependant, ils ont pour l'instant été testés à l'échelle laboratoire, donc sur des petits stacks à petite puissance et sur des petits heures enfin, quand je dis petits, pas encore sur des heures de fonctionnement à l'échelle, d'une durée de vie. Mais bon, c'est une des membranes qui sont qui est prometteuse pour venir remplacer justement ces PFAS et donc dans une nouvelle génération qu'on verra après l'industrialisation, c'est peut-être l'une des solutions qui sera utilisée. Autre enjeu matériaux très important, toujours dans la technologie PEM, c'est l'approvisionnement en iridium. Et là, l'approvisionnement en iridium, on est sur un vrai goulot d'étranglement pour le développement de cette technologie, puisque dans le monde, on a une production actuelle, si vous voyez là à gauche, d'à peu près 5 à 10 tonnes par an, aujourd'hui. Et il faut à peu près, donc avec les compositions des membranes actuelles, 0,5 kg d'iridium par mégawatt installé. Ça veut dire que si on utilise tout l'iridium disponible et qu'on l'utilise que pour l'électrolyse, eh ben, on peut installer que 10 à 20 gigawatts d'électrolyse PEM. Donc je rappelle que les objectifs ambitieux, toutes technologies confondues, sont à 240 gigawatts. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on pourra avoir ces gigawatts. Mais bon, après cette production d'iridium, elle tend à augmenter, et la composition de l'iridium dans les membranes doit être réduite par un facteur à minima de 10. Donc c'est écrit à droite. Aujourd'hui, on utilise 1 à 3 milligrammes par centimètre carré d'iridium et donc l'objectif est de descendre cette utilisation à un chiffre inférieur à 0,1 milligrammes par centimètre carré. Ce qui nous fait utiliser alors, bon là, on rentre plutôt dans des aspects de chimie, mais utiliser d'autres moyens pour notamment faire ces couches, de catalyseurs et les couches de transport, poreuses avec des nanofibres, d'oxyde d'iridium. Voilà, c'est un exemple bien sûr et un autre aspect important, c'est le lancement de projets de recyclage de l'iridium. Donc là, je parle de l'iridium, mais en fait, les acteurs de plus en plus intègrent, heu, des protocoles de recyclage sur, notamment les métaux nobles au niveau des piles. Enfin, quand je parle de piles, je parle des stacks et bon, il y a plusieurs moyens de recycler ces composants-là, sachant que l'hydrométallurgie semble être, intéressant car possible à l'échelle industrielle, en tout cas à ce stade. Donc là, j'enchaîne avec 2 slides sur, des cas spécifiques.
Donc un premier cas spécifique, c'est le cas d'Elogen, avec sa technologie offshore décentralisée, puisque qui dit hydrogène renouvelable dit technologie de production d'électricité renouvelable, et l'idée serait d'installer l'électrolyseur en offshore directement connecté à ces éoliennes-là, et donc ce qui induit toutes les contraintes liées à cet environnement, bon, à la fois embarqué, très humide, avec des températures extrêmes, isolé, avec des vibrations, des vents qui sont, qui sont importants. Ce qui fait que Elogen, typiquement, est en train de reconstruire son module sur plusieurs aspects pour venir contrer tous ces enjeux-là sur la résistance à la corrosion, la résistance à la vibration, les tenues mécaniques au cycle de haute température, comme je le disais. Donc voilà, il y a un vrai sujet. Et avec des acteurs, donc là je cite Elogen parce que c'est un acteur français, mais d'autres acteurs se penchent de plus en plus là-dessus. Et donc il y aura aussi des enjeux R&D qui seront adressés sur ces technologies-là. Autre cas un peu particulier, qui est le cas de l'acteur Battleizer, qui a du coup construit une technologie, donc aujourd'hui un TRL plutôt de 7, donc il n'a pas encore commercialisé un produit, il est encore à l'échelle pilote, donc a construit un électrolyseur qui est à la fois une électrolyse et une batterie. Et donc comme le sujet de cette variabilité et de cette flexibilité de l'approvisionnement électrique est importante dans la filière hydrogène, enfin en tout cas électrolyse plutôt. On a des acteurs qui se pensent là-dessus et qui réfléchissent à d'autres types de procédés. En sachant que là, on est à quelques mégawatts, donc on n'est pas encore sur les centaines de mégawatts. Voilà. Ce slide conclut notre deuxième partie sur les enjeux matériaux et R&D. Donc là, on a un dernier volet plutôt sur la partie capacité de production. On parle de quelle puissance de stack qui sont industrialisés, comment justement on peut atteindre ces niveaux élevés de puissance d'usines d'électrolyse, comment sont construites les gigafactories, quels sont les procédés de fabrication, on rentre justement dans le détail là-dessus. Donc là, vous avez plusieurs slides, je vais peut-être aller rapidement là-dessus au vu du temps qu'on a. On pourra revenir là-dessus si vous avez des questions spécifiques sur des acteurs, mais c'est pour montrer la pluralité de design qu'on a pour chaque acteur. Donc là, on a l'exemple de Siemens Energy qui industrialise en fait l'unité que vous voyez en bas à gauche, qui est composée de 24 stacks. Ces 24 stacks, en fait, on a 0,7 MW à peu près par stack, ce qui nous fait une puissance de 17,5 MW pour tout le skid, pour tout le module en fait. Et du coup, pour arriver à 100 MW, ils en mettent 6. Donc on a des usines, donc là vous avez des petites images. Donc là, typiquement ici, là, vous avez l'usine Utilizer 300. En fait, là, il y a 6 fois le module que vous voyez ici, donc avec les transformateurs redresseurs à chaque fois pour chaque module. Et donc là, on a, pour être exact, une usine de 105 MW, et donc qui va produire. Et donc l'idée est de industrialiser la fabrication de ces stacks et de la fabrication du skid avec les auxiliaires qu'il y a autour de ce module-là. Et c'est ce module-là qui va être vendu à l'appel, entre guillemets, par Siemens Energy. Pour le cas de Accelera, donc qui est français aussi et qui a été racheté par Cummins maintenant, donc on sait Cummins, eux, ils ont fait notamment le choix de plus produire d'électrolyseurs alcalins et de tourner vers des électrolyseurs PEM pour les fortes puissances, et donc d'industrialiser du PEM à forte puissance. Et pareil, ils sont sur des approches modulaires, donc en fait, ils ont des stacks de différentes puissances, des stacks de 1 et 1,25 MW. Donc pareil, ils mettent ces stacks dans un module qu'on voit, on n'a pas forcément de photos claires, mais là, en fait, ici, là, si vous voyez mon curseur,
vous avez 5 mégawatts. Donc 5 mégawatts, vous avez 4 stacks. Et donc là, vous avez 4 modules, donc à chaque fois de 4 stacks, avec toutes les composants qu'il y a autour. Et donc pour faire des usines de 100 mégawatts, vous multipliez ce foncier-là par 5. Et vous avez votre usine. Donc voilà, et donc pareil, tout ce qui est fabriqué euh, et que vous voyez en face de vous, c'est ce qu'on appelle un bloc technologique clé. Et c'est ce bloc technologique clé qui va être fabriqué de manière le plus automatisée possible par les acteurs. Et donc pareil, Hashtag System, lui, a son MHP Indoor, comme vous voyez en bas à gauche, donc, qui est un système de 10 mégawatts. Donc là, pareil, pour arriver à 100 mégawatts, c'est 10 fois ce système-là. Donc Hashtag Systems sont plutôt sur des modules unitaires un peu plus petits. Ah oui. Donc là, vous avez 2 slides sur le cas de l'électrolyse haute température et juste après, le cas de l'électrolyse AEM. Parce que là, on a beaucoup parlé PEM et aussi alcalin. Il y avait aussi des offres alcalines dans les dernières slides, mais c'est globalement du PEM qui est industrialisé à forte puissance. Donc vous avez aussi l'électrolyse haute température. La différence entre l'électrolyse haute température et les autres technologies, c'est la puissance unitaire au niveau des stacks. Aujourd'hui, on est plutôt sur une dizaine de kilowatts et on tend à augmenter sur cette puissance unitaire à 20 à 100 kilowatts pour justement passer de blocs unitaires à au moins 1 mégawatt. Donc, avec le PEM ou l'alcalin, entre guillemets, c'est plus facile parce qu'on a des stacks de 1 mégawatt. Et donc, pour les modulariser, c'est plus simple. Là, on crée des modules avec plusieurs stacks de 1 mégawatt que ensuite on va répéter. Et donc, pour implanter une usine de technologie à haute température, en tout cas, si elle est implantée avant 2030, se fera de cette façon. Donc, avec énormément plus de stacks, parce que justement, la technologie est un peu plus en retard sur cette. On a une technologie moins éprouvée, qui n'a pas encore passé ce stade du mégawatt par puissance unitaire, face à plusieurs problématiques, notamment d'étanchéité. On utilise d'autres matériaux comme des céramiques, voilà, pour en citer un exemple. Mais voilà, c'est aussi traité et on est sur des euros de kilowatt bien plus élevés aujourd'hui, mais qui tendent à baisser à horizon 2030, une fois qu'on aura éprouvé les premières usines, à 1200 euros du kilowatt. Donc après, bon, on pourrait vraiment faire un focus sur la technologie de température. Je vais passer. Si vous avez des questions, on pourra revenir là-dessus. Donc l'AEM, pour finir tout ça, là, comparé à l'électrolyse haute température, on a une technologie qui est encore plus modulaire. Là, on a des stacks qui sont de l'ordre de 2,4 kW. Pour l'acteur qui est le plus implanté et le plus en avance, qui est Napter sur cette technologie. Et en fait, ils ont développé des technologies. Donc là, vous voyez, on a 50 stacks sur un module pour faire un module de 120 kW. Et donc, pour arriver à 1 MW, on a des modules de 420 stacks. Donc là, on pousse la flexibilité, la modularité à fond avec l'AEM. Bon, ça a des avantages liés à ça parce on utilise des matériaux qui sont moins coûteux et plus facilement intégrables. Donc, on peut se permettre d'autant modulariser la technologie, mais pareil, ils ne vont pas atteindre le 100 MW. Donc, Enapter ne va pas être sur des usines de très forte puissance, au maximum 10 MW pour l'instant, en tout cas à court terme. Et voilà, ils essaient d'avoir quand même un pied dans l'industrie grâce à cette modularisation. Ensuite, quelques slides sur les capacités de production et les gigafactories. Donc là, vous avez beaucoup de choses écrites, mais en fait, c'est un exemple de la gigafactory de Siemens Energy. Globalement, il y a plusieurs procédés de fabrication qui sont suivis en continu, qui sont détaillés dans la prochaine slide. Ils ont atteint un niveau d'automatisation de 80%. En fait, il y a
il y a 2 procédés qui ne sont pas encore entièrement automatisés, qu'on verra juste après. Quand même, il y a 58% du foncier qui est consacré à la fabrication de la membrane. Pour montrer à quel point c'est un vrai sujet, en tout cas dans l'électrolyse. Donc là, pareil, encore beaucoup de choses qui sont écrites. Ce qui est important à retenir, c'est que donc dans ce Gigafactory, on a globalement 5 étapes de fabrication. Donc un pré-traitement, une fabrication d'électrodes, un post-traitement de la CCM, donc de la membrane, l'assemblage de cellules et enfin l'assemblage de modules, ou plutôt le pressage des modules, puisque aujourd'hui c'est plutôt le process qui est industrialisé, en tout cas que Siemens a décidé d'industrialiser, avec de la digitalisation, avec justement cette question du jumeau numérique qu'on verra juste après, plusieurs essais, avec des tests de court-circuit, d'étanchéité, de conductivité, de qualité. Donc ça, c'est avant envoi chez le client. Et en fait, si le test ne passe pas, le stack, on ne peut pas l'envoyer. Tout ça est suivi en temps réel et automatisé. Donc l'idée est d'avoir un protocole de fabrication de tous les composants et de tous ces procédés-là. Donc dernière slide sur cette partie C, le jumeau numérique, qui permet de simuler un fonctionnement du système. Donc en fait, de créer une réplique numérique de l'usine, donc qui n'est pas réelle, mais sur lequel on va pouvoir intégrer les données en temps réel qui se passent dans l'usine, faire des projections de données futures et permettre d'optimiser justement cette production à l'échelle de la Gigafactory. C'est un sujet très important puisque, comme je l'ai dit, les procédés de fabrication vont certainement évoluer, les matériaux vont certainement changer, et donc les Gigafactories vont certainement devoir s'adapter pendant leur durée de vie, puisqu'on a des cycles d'innovation très courts. Et donc, avoir des outils qui permettent de suivre ces, ces données en temps réel et avoir des gigafactories qui réfléchissent déjà à la suite et comment intégrer les prochaines étapes, c'est vraiment important. Oui, parce que le jumeau numérique n'intervient pas qu'au niveau de la gigafactory, il intervient aussi au niveau des études d'ingénierie, au niveau des designs, et c'est pour ça que tout ça est intégré. Voilà, du composant jusqu'à la réalisation des solutions. Voilà, donc là, une dernière slide très rapide et après on pourra passer à la conclusion. Il y a un vrai sujet de collaboration qui a été beaucoup répété. Ça, c'est un message fort que je veux faire passer pour les adhérents. De plus en plus, les fabricants construisent des partenariats forts avec leurs fournisseurs, puisque on n'est plus à travailler sur du fait main, mais plutôt à co-construire, faire de la co-ingénierie sur l'ensemble de l'usine. Et ça intègre les composants là. Donc justement, tous ces composants intervenants nécessitent une orchestration pour répondre aux exigences attendues. Puisque voilà, projet de grande envergure augmente la complexité et les risques. Donc voilà, ça c'est un message important quand même à vous communiquer. Et enfin, la synthèse. Donc là, vous avez plusieurs slides qui reprennent vraiment tout ce que j'ai dit sur les matériaux, donc avec les enjeux critiques, notamment au niveau de l'iridium, des PGM, les recyclages de ces métaux nobles, la R&D avec ces cycles d'innovation courts, les alternatives aux PFAS, étudier les phénomènes de dégradation, le développement de membranes plus efficaces, avec tous les enjeux que ça montre. Dans le design opération, on en a bien parlé au début, donc des optimisations dans tous les sens, à la fois sur l'auxiliaire et sur l'électrolyseur. Voilà, avec réduction d'épaisseur, utilisation de nouveaux matériaux, nouvelles façons de faire les membranes. Sur les deux autres enjeux, sur les capacités de production, on cherche vraiment à automatiser, augmenter les cadences, avoir les tests, c'est très important, avoir ces protocoles de test, c'est aussi une vraie demande sur cette industrialisation, avec la suivi des exigences de pureté, propreté, ces usines de fabrication qu'on se veut évolutives. C'est vrai que j'ai pas fait de focus vraiment sur le réglementaire, mais en fait, il a été beaucoup rappelé lors de la conférence.
le manque d'un cadrage clair, mais bon, ça, c'est plutôt quelque chose, d'ordre politique, mais qui impacte vraiment la filière. Mais bon, c'est pour ça que les groupes de travail sont importants. Avoir, des bancs de tests pour venir éprouver les technologies sont importantes et voilà. C'est pas parce qu'on est dans cette étape d'industrialisation que la R&D est moindre, loin de là. Et ensuite, les partenariats et collaborations sur lesquels j'ai terminé et ce qui fait donc la conclusion sur ce dernier slide et après on pourra passer aux questions-réponses sur justement, le fait que ce qu'on perçoit au vu des échanges, avec les acteurs, c'est que le marché à moyen long terme va laisser la place à la sous-traitance et aux fournisseurs pour venir, justement répondre à ces enjeux de montée en cadence. Aujourd'hui, ce qui limite la filière, c'est les usages, les subventions, hem, donc voilà, ça c'est aujourd'hui ça qui limite, la filière. Demain, lorsque la demande sera déployée et que, la demande va rattraper l'offre, heu, les fabricants se recentrant sur la montée en cadence et perçoivent déjà, et en tout cas réfléchissent plutôt déjà à cette demande qui sera croissante. Ce qui va créer justement un appel d'air pour des sociétés spécialisées dans la fourniture d'équipements fluidiques et électriques. Voilà, j'ai terminé, ma présentation.